bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre d'endroit où aller. Où ce soir, en direct de Lille, nous avons Sarah Mag qui a sorti un roman le 7 octobre dernier qui s'appelle Les Imbattables et qui est paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Pour l'interroger, on se connecte à des kilomètres à Genève où on retrouve Julie Vaza qui est journaliste au magazine Elle, donc en Suisse. Avant de vous laisser la parole, mesdames, je vais rappeler à nos amis lecteurs qui peuvent poser des questions par l'intermédiaire de l'onglet Converser ou ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez faire un commentaire, je viendrai récupérer vos questions. Mesdames, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Bonjour Sarah, bonjour à Bonjour. tous et toutes. Ravie de cette rencontre aujourd'hui, après la lecture de ton livre Les Imbattables, que j'ai trouvé vraiment empli de tendresse. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire, à le découvrir, et je suis d'autant plus ravie de le partager aujourd'hui avec les gens qui nous écoutent. J'ai une question toute simple pour commencer. Ton livre est apparu le 7 octobre, je crois. Oui. Juste avant ou pendant le deuxième confinement. Comment vas-tu ? Ça va bien. Il est apparu juste avant, donc il a quelques semaines en librairie avant la fermeture des librairies. Bah, ça va, c'est un peu dur comme pour tout le monde en ce moment. Ouais. Et je suis très heureuse de voir que les librairies rouvrent et très heureuse de ce genre d'événement parce que ça compense super bien en fait. C'est assez chouette. Merci. Tu n'as pas pu faire quelques rencontres en librairie, ça a été difficile, j'imagine. Non, malheureusement, non. Le lancement du livre a été annulé. La première dédicace à la librairie de Paris a été annulée. Donc, c'était des beaux événements. J'étais hyper enthousiaste. C'est sûr que c'est des coups durs, mais on est tous dans le même bateau en ce moment. Donc, je ne me plains pas. Bon. Donc, Les Imbattables, c'est ton deuxième roman. Après un premier qui s'appelle du côté du Nord. Comme les héros. Pardon, comme ton héroïne de ce roman, et comme Victoire d'ailleurs, comme Victoire pourrait y prétendre parce qu'elle fait des études de lettres, tu es professeure de français, oui. Je crois. Oui. Est-ce que tu enseignes toujours ? J'enseigne cette année, je suis en disponibilité, je donne des cours particuliers et je vais reprendre un poste en septembre et j'ai hâte en fait. D'accord, tu sais où tu vas reprendre ? Non, on sait toujours un peu au dernier moment. J'ai pas encore. Oui, non, en fait, il faut que je me mette au mouvement, il faut que je me renseigne un peu d'ailleurs, mais ce sera à Paris. D'accord. Ouais, et alors, comment ça t'en... D'accord. Et comment est née ton envie d'écrire des histoires ? Est-ce que c'est quelque chose que tu portais en toi depuis longtemps ? Ouais, franchement, j'ai beaucoup lu, enfin, comme tous les écrivains, je crois, quand j'étais petite, et je me suis toujours beaucoup raconté d'histoires. Enfin, je pensais qu'Harry Potter existait vraiment, qu'il viendrait me chercher sur son balai pour aller à Poudlard, comme beaucoup de lecteurs d'Harry Potter. Sauf que j'avais quand même 12 ans. Et oui, après, en fait, je racontais beaucoup d'histoires. J'avais un ordinateur à la maison, un gros ordinateur, les vieux. Et j'étais trop contente de rentrer le soir à la maison pour écrire des petites histoires, souvent empreintes de magie. Du coup, rien à voir avec ce que j'écris aujourd'hui, mais ouais, j'aimais bien. Le pli était pris. Est-ce qu'il y a des rencontres peut-être ou des lectures qui ont déclenché particulièrement cette envie d'écrire, du coup, de passer à l'écriture de livres ? Alors, j'ai surtout lu de la littérature jeunesse jusqu'au collège, au lycée. Enfin, au lycée. Et au lycée, en fait, j'ai découvert Catherine Pancol avec Un homme à distance. Je lui ai envoyé un mail sur son site, c'était écrit écrivez-moi, j'ai écrit, je lui ai écrit. Ah, super, et en fait, c'est une très belle histoire. On a commencé à échanger sur la littérature, sur les auteurs qu'on aimait, et on est devenus proches. Et en fait, elle a beaucoup aimé mon ton. Et ça a déclenché évidemment l'envie d'écrire. Enfin, elle m'a encouragée et ça a été énorme pour moi, bien sûr. Voilà. Oui, j'imagine. Un mentor pareil, c'est vrai que ça aide. Ça donne beaucoup de confiance en soi. Ça, c'est extra. Alors, pour Les Imbattables, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots le sujet du livre pour qu'on comprenne de quoi il s'agit ? Oui, bah, je peux parler surtout des deux personnages principaux, c'est-à-dire Basile et Victoire. Basile, c'est un petit garçon qui a 9 ans et qui est un peu particulier. Il a beaucoup de difficultés à se faire des amis. Il est au collège, il est très intelligent. Il a des domaines il est passionné par des domaines très particuliers. Il est fan de Jacques Prévert, du film Le Roi et l'Oiseau qu'il a vu 1000 fois. Il est très à cheval sur ses principes. Il y a les choses dignes et les choses indignes et il n'en démord pas. Sauter les portiques du métro, par exemple, c'est très, 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 très indigne. Et c'est ce que fait tout le temps sa babysitter, Victoire, qui est le deuxième personnage principal, qui, elle, a 24 ans, qui est étudiante en lettres modernes
et assez paumée quand même si elle a très envie de réussir. Et pour elle, réussir, ça passe d'abord par partir à Middlebury College, donc étudier en Amérique pendant 1 an, aux États-Unis pendant 1 an. Et voilà, donc c'est son objectif, mais elle est fauchée. Et donc, elle est babysitter. Et puis, ce petit garçon va en fait changer vraiment sa vision des choses, sa vie. Ils vont devenir très proches parce qu'un jour, Basile rate le départ de son car pour un voyage en Normandie avec sa classe. Et Victoire se retrouve avec le petit sur les bras. Après, ils vont rencontrer toute une constellation de personnages que moi, je trouve très drôles. Et bon, on va y revenir. Voilà. Bon, extra. Est-ce que tu pourrais peut-être nous lire les premières pages du livre, hein, parce que le livre s'ouvre par une scène justement qui les met en scène tous les deux et avec qui donne plaisir. bien le ton. Ouais, je peux vous lire la première page. Je l'ai là. Ok. Tu as tué un pigeon. À genoux sur le trottoir, Basile prend le pouls d'un oiseau qui agonise dans le caniveau. Les parapluies défilent, les bottes des passants éclaboussent son cartable. Je m'accroupis à sa hauteur, relève la visière de sa chapka orange. Je ne l'ai pas tué, Basilou, il s'est jeté sous mes pieds. On m'a trompé, c'est moi le pigeon plumé. Comment ça? Tu n'es pas babysitter, tu es serial killer. J'ai jamais tué personne, lève-toi. Je n'abandonnerai pas Michael. Parce qu'il a un nom, ton pigeon? C'est la réincarnation de Michael Jackson. Debout, s'il te plaît, on va encore arriver en retard au collège. Ta mère va me tuer. Toi, tu as tué Michael. Je peux continuer un peu ou... Ben, moi, encore un petit peu, je trouve que c'est... Ok, toi, tu as tué Michael. Sa mère m'a prévenu 1000 fois. Quand il fait une crise, impossible de le raisonner. Il explose. Évite ça à tout prix. Va dans son sens. Calme-le avant qu'il ne soit trop tard. Bon, admettons que tu aies raison. J'ai raison, à l'indicatif. Tu crois vraiment qu'elle lui plaisait cette vie à Michael Jackson? Se faire mazouter par les bagnoles à longueur de journée, manger des croûtons moisis, se laver dans des gouttières crasseuses? Le pigeon Queen est mort dans un spasme. C'était le roi de la pop, je conclus, pas du trottoir de Paris. Basile réfléchit un instant et se relève. Tu es très perspicace. Allons-y. Voilà, je voulais que tu continues parce que justement, on aperçoit un peu la manière dont Victoire parvient à gérer ce petit garçon qui, comme tu le disais, est un petit peu différent. Sujet, on l'entend à crise. Ouais. La maman de Basile a prévenu Victoire. Et on voit d'emblée, dès le début du roman, qu'ils ont une relation assez privilégiée et qu'elle est très patiente et elle sait tout de suite comment lui parler. Oui. Alors, si tu veux bien, j'aimerais qu'on revienne sur chacun des deux personnages un petit peu plus en profondeur. Sur Victoire, donc tu nous as dit, elle est étudiante en lettres modernes, elle est un peu paumée et elle est fauchée. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de sa famille et puis de ses relations amoureuses quand on la découvre, en fait? Oui, quand on la découvre, en fait, on ne sait pas grand-chose finalement sur sa famille et ses relations amoureuses. Et on découvre au fil du roman que c'est quand même une jeune fille qui est assez abandonnée finalement par ses parents qui sont plutôt négligents et elle se débrouille vraiment toute seule. Et puis, elle n'a pas de frères et sœurs, elle est fille unique. Et sa première relation amoureuse était catastrophique. C'était vraiment un jeune homme qui était hyper destructeur, quoi, qui faisait pas du tout attention à elle, voire pire, qui l'a mise en danger, qui était presque violent en fait, et puis qui est une espèce de petite starlette en fait. Quand elle le rencontre, il lui met beaucoup d'étoiles dans les yeux parce qu'il veut devenir acteur, et puis en plus il y arrive, et elle sort d'une relation destructrice, et ça va être difficile du coup de réapprendre à aimer pour elle, comme toujours je pense quand on sort de ce genre de relation. Et voilà. Oui, elle est très seule en fait, c'est ça le truc de Victoire, c'est qu'elle est vraiment seule. Et alors elle a sa meilleure amie qui est quand même sa famille, sa coloc, qui elle est très fonceuse. Elles se connaissent depuis très, très jeune. Ouais, elles se connaissent depuis toujours, elles ont grandi ensemble, et en fait, du coup, c'est sa famille, c'est son repère. Après, Alison, elle a le même âge, elle est fonceuse, et elle n'a pas toujours la patience non plus de s'occuper de sa copine. Et puis bon, elles vivent aussi toutes les deux leurs expériences, chacune de leur côté. Mais elle va avoir un rôle très important, Alison, quand même, dans l'histoire, parce que derrière son côté,
fonceuse, un peu brute et très drôle aussi, elle est très tendre et très Et puis attentive. Elle Et est elle est là, là. contrairement à la mère de Victoire, qui Ouais, elle aussi est un personnage assez étonnant. ouais, Fan de jeux vidéo. ouais. En fait, la mère de Victoire, j'avais lu plein d'articles sur World of Warcraft, pardon, et sur l'addiction aux jeux vidéo. Et en fait, enfin, c'est aussi quelque chose qui me nourrit beaucoup, les articles, Internet, la presse, les magazines, les bouquins. Et en fait, j'avais lu que voilà, il y a des gens qui étaient tellement à fond dans le jeu et persuadés qu'en fait c'était devenu leur réalité que, par exemple, il y a des elfes qui, dans le jeu, qui, quand ils s'arrêtent, disparaissent. Et il y a des joueurs qui faisaient ça. Quand leurs parents, par exemple, venaient leur dire bon, à table, machin, ils s'immobilisaient pour disparaître. Et je trouvais ça terrible. Enfin, c'est hyper angoissant. Et du coup, le personnage de la mère de Victoire, elle est ça en fait. Donc, c'est quelqu'un de perdu, c'est un peu qui est très, très malheureuse et qui, par les jeux vidéo, c'est un peu une Madame Bovary des années 2000, quoi. Elle va vivre sa vie ailleurs dans les jeux vidéo et complètement délaisser sa fille. Et elle s'occupe pas du tout d'elle. Et c'est aussi, elle s'occupe pas d'elle et elle est du coup assez toxique aussi pour le personnage principal. Ouais. Clairement. Et le papa est un tout petit peu plus présent, mais alors d'une manière aussi assez détestable. Oui, J'ai bah, trouvé pas Victoire, direct. elle a un père qui a reconstruit sa vie, qui s'est remarié et qui fait pas trop gaffe à sa fille, quoi. Voilà, En elle est fait, donc il est pas associée. particulièrement nocif, mais bon, il est absent. Non, non, ce qui est triste à un moment, c'est qu'effectivement, elle a pas d'argent, elle compte chaque euro qu'elle peut avoir, et là, sa belle-mère vient lui rappeler gentiment qu'il y a un impôt à payer. Ouais, la Bon, taxe c'est d'habitation. un peu rude. Mais c'est hyper rude. Et après, je pense franchement, il y a beaucoup de jeunes étudiants, enfin, de 20 ans, qui se retrouvent très seuls. Et puis, enfin, je sais pas, à Paris comme ailleurs, on le sait, enfin, il y a beaucoup de Ouais, jeunes qui se retrouvent particulièrement dans une galère aussi financière. Bon, là, c'est pris d'un. Bon, elle fait quand même des choses. Elle se met quand même ouais, aussi dans des galères pour trouver de l'argent, mais enfin, ouais, ça, bon, c'est un roman, donc évidemment, c'est pas la ouais. réalité, mais c'est pour le coup inspiré d'un fait de société qui est réel. Enfin, les galères d'argent des étudiants, c'est pas. Ouais. Ouais, c'est vrai. Alors, Basile, lui, il a sa maman, mais elle aussi, elle est assez absente, hein, Ouais. et finalement, Basile est assez seul. Basile aussi, il est très seul. Alors, pour des raisons différentes, sa maman, elle est scénographe, donc pour le théâtre, très célèbre. Et sa carrière a bien décollé. Elle s'est beaucoup occupée de son fils en tant que mère célibataire au début, dans ses très jeunes années. Et comme c'est un enfant qui demande beaucoup, beaucoup d'attention et de soins, elle est hyper heureuse d'avoir trouvé Victoire avec laquelle ça marche, quoi. C'est-à-dire Mm. toutes ses, avec toute sa maladresse parfois, Victoire, et aussi ses faiblesses et ses défauts, enfin ses manquements, bah, mine de rien, avec Basile, ça fonctionne tous les deux. Je sais pas, elle y arrive assez instinctivement. Et du coup, la maman de Basile, elle a trouvé quelqu'un pour s'occuper de son fils. Et en fait, elle part pour faire une scénographie au théâtre. Et puis, elle laisse Basile et Victoire tout seuls pendant une semaine. Bon, sans trop s'en rendre compte, mais on peut quand même être un peu surpris aussi Oui, qu'elle s'en inquiète pas, quoi. elle s'en inquiète pas en même temps, comme le dit l'un des personnages à Victoire, je crois que c'est Alison, elle était partie croyant son fils dans le bus scolaire Oui, et voilà. en camp d'école avec sa classe, donc il y avait peu de raisons qu'elle prenne des nouvelles pendant Oui, la c'est ça. semaine. Mais en tout cas, Exactement. elle se repose énormément sur Victoire. Et donc, un matin, comme tous les matins, Victoire emmène Basile à l'école. On les voit passer dans la rue. Et ils arrivent au bus et manque de chance. Ils loupent le bus qui partait voir la maison de Jacques Prévert avec sa classe. Et Ouais, Victoire se retrouve avec Basile. Donc, ils vont avoir quelques jours tous les deux avec l'impossibilité de joindre la maman qui a oublié son téléphone. exactement. Qui a oublié son téléphone à oreille de Mickey. Et c'est ça. Et en fait, le truc aussi, c'est que Basile, c'était son rêve de visiter la maison de Jacques Prévert, lui qui est fan du Roi et l'Oiseau, Ouais. dont Jacques Prévert a écrit les dialogues, et qui est vraiment fasciné par cet auteur, par la poésie. Il connaît tous les poèmes par cœur, il connaît paroles par cœur. Donc c'est une déchirure pour lui de ne pas visiter la maison. Et,
voilà, je ne suis peut-être pas trop spoilée, mais c'est important dans l'histoire. En tout cas, sur le chemin, tous les jours, il croise un personnage qui est assez important et qui vend des journaux. Est-ce que tu peux distribue le direct matin. D'ailleurs, j'ai eu du mal à trouver le mot pour ça, parce que comme vous dites, qui vend, je ne sais pas, les distributeurs, livreurs, ça ne marche pas trop. C'est ces garçons et ces filles qui filent le journal à la sortie du métro. Et en fait, Adam. Pardon? Par paquet, s'il peut, ça va plus vite. Oui, voilà, c'est ça, il en donne 10 s'il peut. Et en fait, lui, évidemment, il ne veut pas devenir distributeur, livreur, ou je ne sais quoi de journaux. Il veut devenir dessinateur de bande dessinée et il cumule les petits boulots. C'est aussi quelqu'un qui galère. La question de l'argent est quand même très présente. Et qui galère et qui est livreur de pizza, distributeur de direct matin. Et Basile et Victoire, qui sont accros à l'horoscope, prennent le journal tous les matins. Et Adam et Victoire se rencontrent et là, et là. Alors, on a l'impression en fait que la rencontre entre tous ces personnages que la vie n'a pas ménagés, on l'a vu, va leur apporter une force vraiment très très importante, une force incroyable, et qui va les rendre en quelque sorte imbattables. Donc d'ailleurs, ça me fait penser à la mère de Victoire, qui elle aussi a été imbattable à son jeu vidéo, et où elle jouait seule. Donc finalement, en étant plusieurs, on a l'impression qu'on avance mieux. Est-ce que c'est ce que tu as voulu un petit peu montrer? Ouais, en fait, c'est intéressant parce que je ne suis pas entrée dans l'écriture avec une intention particulière. Je suis entrée dans l'écriture avec Basile et avec Victoire. Mais j'avais pas. Donc, quand même, il y avait cette amitié qui était, que j'avais devinée et qui était là. Mais ensuite, il y a Frankie Adams, le roman de Carson McCullers, qui est entré, je le connaissais déjà, mais qui est entré aussi dans le livre. Frankie Adams, il y a un passage qui est magnifique qui dit en français, c'est si on n'a pas de nous, on ne peut pas aller bien en fait. C'est-à-dire, on peut pas. Frankie Adams, c'est une adolescente qui a 15 ans, qui est très mal dans sa peau et elle dit je suis un jeu et j'ai trouvé mon nous. Et je pense que c'est hyper important. C'est le message du roman. Et en même temps, c'est intéressant parce que je pense que c'est hyper important d'être bien soi et de savoir être bien seul. Mais je crois que pour avancer et pour exister, il faut être plusieurs et c'est important, effectivement, ce genre de relation et on peut devenir imbattable, ouais. Comme Victoire, Basile, Adam et Alison. Alors, en même temps, le mot imbattable, ça m'a un petit peu fait penser aux Indestructibles. Je ne sais pas si moi aussi. Ce dessin animé. Et les super-héros sont bien présents dans ton livre parce qu'on a Thorgal, que j'étais contente de retrouver, et puis Superman, je crois, ou Spider-Man, qui sont évidemment des super-héros, des figurines que Adam a avec lui. Est-ce qu'on peut considérer, selon toi, Victoire et Basile comme des super-héros? Ah, c'est intéressant. Ils n'ont pas de super pouvoir, même si je pense qu'ils aimeraient beaucoup, beaucoup en avoir. Ils feraient apparaître plein de choses et ils iraient beaucoup plus vite jusqu'en Normandie, par exemple. Mais ouais, je pense que c'est. Enfin, non, en fait, non, on peut pas les considérer comme des super-héros. Ils sont tellement remplis je sais pas, en même temps, c'est leur faiblesse qui les rend touchants aussi. C'est pas des défauts, c'est pas des qualités, c'est vraiment des failles. C'est leurs failles qui les rendent très forts, contrairement aux super-héros qui n'ont pas de failles. Donc, en tout cas, ça les rend extrêmement attachants. Tant mieux. Alors, imbattable, justement, comment as-tu trouvé ce titre? Alors, imbattable, d'abord, c'est un mot que je voyais bien dans la bouche de Basile, qui a un vocabulaire extrêmement précis et surprenant pour son âge. Et finalement, c'est devenu, par je ne sais quelle magie de l'écriture, le titre de la bande dessinée à laquelle rêve Adam. C'est-à-dire, lui, il veut absolument écrire une bande dessinée. Il a été repéré par une éditrice grâce à son blog, par un agent, pardon, grâce à son blog. Et alors, il écrit sa bande dessinée, il dessine sa bande dessinée, sauf qu'en fait, il n'a qu'une chose, c'est le titre, Les Imbattables. Et alors, il en rêve, évidemment, il s'invente des interviews et tout. Mais ce mot, je sais pas, je l'adore, en fait. Je sais pas très bien expliquer pourquoi. Mais il m'est venu par Basile, d'abord. Et puis, en fait, il prend tout son sens. Enfin, je trouve qu'il marche bien, quoi, pour le bouquin. Alors, il y a autre chose qui marche très bien dans ton livre, c'est sa couverture, je trouve, parce qu'elle passe vraiment pas inaperçue.
on la voit. Je ne sais pas si tu peux la montrer. Voilà, Nathalie va nous la montrer. Donc, pour que tout le monde puisse en profiter. Je la trouve vraiment très, très réussie avec ce jeu de gris et blanc, de noir et de petites touches de couleurs un peu qui font penser à la chapka de Basile qui est souvent et je trouve qu'elle met vraiment bien en valeur le livre avec ses rues de Paris. Paris est très présent aussi dans ton livre. Hein, oui, absolument. Comment as-tu choisi cette couverture? Eh ben, grâce à mon éditrice Constance qui a trouvé une illustratrice qui est trop forte, qui s'appelle Manon Bucciarelli, j'espère que j'écorche pas son nom, et qui fait plein de couves. Et franchement, ça a été, enfin, en tout cas pour moi, je pense que pour elle, ça n'a pas été super rapide, mais pour moi, le choix a été hyper simple et évident. Enfin, j'ai eu 3 propositions et c'était parfait. Elle m'a posé beaucoup de questions, Manon, sur justement ce que j'imaginais, les couleurs importantes, un ou deux détails. Et j'ai parlé de la chapka, donc bingo. Ouais. Et de l'amitié entre ces, tu vois, et Basile et Victoire sont là, quoi. Et Paris. Super. Franchement, c'est un super boulot. Je l'adore, cette couverture. Je suis trop contente. Alors, en général, Manon, je trouve qu'elle fait des couvertures plus graphiques et j'ai été étonnée d'apprendre que c'est elle qui avait fait celle-ci. Mais bon, voilà, là aussi, elle est super forte. C'est vraiment très beau. J'avais envie aussi, donc on évoquait avec la couverture Paris, je disais que Paris était très présent. Il y a plein de petits endroits dans Paris qui sont évoqués. Ne vivant plus à Paris depuis quelques années, j'y étais sensible. Et notamment, tu parles d'animaux dans Paris et de chèvres. Est-ce qu'elles existent, ces chèvres à la BNF? Ouais, elles existent. Mais c'est incroyable quand même. Hein. Moi, chaque fois que j'y vais, j'hallucine. Et la première fois que je les ai vus, j'ai trouvé ça dingue. Et en fait, c'est donc la Bibliothèque nationale de France. C'est un immense bâtiment qui est composé de 4 grandes tours en verre en forme de livre, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et qui est un privilège incroyable. C'est-à-dire qu'on rentre dans les sous-sols de cet endroit. Il y a des tapis rouges. Évidemment, beaucoup de livres. C'est énorme. Et en fait, elle est articulée autour d'un patio vitré, dans lequel il y a une forêt, un peu sauvage d'ailleurs, et avec des chèvres, une famille de chèvres. Et j'avais l'habitude de dire quand j'arrivais à la bibliothèque que si je voyais les chèvres, ce serait une bonne journée d'écriture. C'était pas toujours le cas, mais... Comment? Tu écris souvent à la bibliothèque? Oui, parce qu'en fait, alors là, je vis dans une petite chambre dans une coloc. Et avant, je vivais j'ai vécu vraiment dans des petits studios, dans des chambres de bonne. Donc, c'est marrant, c'est un peu romantique comme idée, c'est sympa parfois, mais c'est cool aussi d'avoir des endroits dans lesquels aller bosser, sortir de chez soi. Et ouais, la BNF, c'est un endroit vraiment hyper important pour moi. Je pense que c'est mon endroit préféré à Paris, comme dans le livre, comme Victoire. Ouais. C'est vrai. Et tu vis à Paris, je crois, aujourd'hui? Je vis à Paris, ouais, exactement, je vis à Paris. T'aimes bien y vivre pendant le confinement? Bah, c'était vraiment un rêve quand j'étais petite. Enfin, j'ai adoré vivre j'ai adoré grandir à Dunkerque, à Malo, sur la plage, à Berck, dans les remparts, enfin, dans le nord. Mais mon rêve, c'était d'aller à Paris. Enfin, vraiment. Quand j'étais en prépa, on était allé à la Comédie Française et je sais pas, j'étais sûre que j'allais y vivre. Et ça paraît un peu enfantin comme ça, mais c'est toujours le cas. Enfin, quand je me balade dans cette ville, je trouve que c'est toujours un rêve, quoi. C'est toujours beau, ouais, j'aime trop. Alors, il y a dans ton livre un auteur qui est très présent, on en a parlé, c'est Jacques Prévert. Ouais. Il est présent parce que Basile connaît absolument tout de lui, il connaît ses poèmes par cœur. Et puis, donc, il y a cette maison qu'il devait visiter. Mais est-ce que c'est une maison que toi, tu as toi-même visitée? Ouais, j'y suis allée avec mon premier amoureux, qui n'était pas du tout le premier amoureux de Victoire, qui était quelqu'un de super. Et on avait voyagé en Bretagne et on était allé visiter la maison de Jacques Prévert. Et c'est trop beau. C'est vraiment hyper joli. C'était un super moment. Il n'y avait personne. C'est un jardin hyper fleuri. On voit ses dossiers sur les tables avec écrit impôt, emmerdement, plein de trucs hyper drôles. Il y a un ange en bois suspendu. On entend la voix d'Yves Montand qui chante aussi les chansons. C'est vraiment beau. C'est incroyable. C'est très planqué. C'est à Aumonville-la-Petite. Ouais. Voilà, dans le Cotentin. Et c'est un auteur qui a compté et qui compte pour toi aussi? En fait, alors j'ai toujours, je trouve qu'il écrit super bien. Évidemment, c'est toujours très drôle et on peut ouvrir les paroles à n'importe quel moment. C'est toujours très réjouissant. C'est vraiment des bouffées de joie, même quand c'est très triste, parce que c'est quand même souvent assez triste. Mais le vocabulaire qu'il emploie est super. Et puis je l'ai redécouvert quand j'ai commencé à enseigner en 6e, parce que
parce qu'on l'étudie beaucoup, en fait. Et, voilà. Et les enfants adorent aussi. Quels sont les autres auteurs qui t'inspirent en général, que tu apprécies? J'en ai plein. Et je lis beaucoup. J'ai toujours sur ma table d'écriture Salinger, D'accord. et les nouvelles aussi de Salinger, Carson McCullers. Oui. J'ai un roman doudou dont je parle tout le temps, qui est japonais, qui s'appelle Kitchen, de Banana Yoshimoto. Et voilà, après, je lis beaucoup. Hein. Enfin, là, je viens de finir, je lis beaucoup de littérature jeunesse aussi, j'adore. Là, je viens de finir Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, que j'ai trouvé génial. Enfin, je suis assez éclectique. Hein. Stephen King aussi, j'aime bien. Et puis, j'aime beaucoup les classiques aussi, mais D'accord. Et j'aime dans beaucoup les Colette, lectures, Sade. ouais, en littérature contemporaine, les derniers qui t'ont marqué, peut-être? Donc là, en littérature Ouais. jeunesse, Clémentine Beauvais, j'ai beaucoup aimé Sophia Howin, Rhapsodie des oubliés, Ouais. qui est incroyable, pour le coup, qui parle très bien de Paris aussi, enfin, de Barbès en Ouais. particulier. Euh, Lola Lafont. Ouais, son dernier, je Super. l'avais. Ouais, c'est trop bien, c'est magnifique. Et je venais juste de finir La petite communiste qui ne souriait jamais. Voilà, qu'est-ce que j'ai lu récemment? Mais c'est tout. J'ai pas de titre qui me viennent à l'esprit. Mais ouais, c'était mes deux coups de cœur, c'était vraiment Chaviré et Rhapsodie des oubliés. Et alors justement, dans Rhapsodie des oubliés, Sophia Howin c'est ça qui est très intéressant, je trouve, elle y arrive à la perfection, elle se met dans la tête de son héros, de son petit garçon. Et est-ce que c'est quelque chose qui, là, dans ton livre, il est aussi question d'un petit garçon, mais le point de vue est celui de Victoire, donc c'est un petit peu différent. Est-ce que c'est quelque chose qui te plairait, dans lequel tu aimerais t'aventurer peut-être? Justement, je trouve que c'est vraiment super bien fait dans Rhapsodie des oubliés. Franchement, j'ai voulu le faire avec Les Imbattables et il y a une ou deux scènes quand même qui sont dans la tête de Basile, mais je me suis plutôt intéressée à son côté obsessionnel qu'à sa voix d'enfant. Donc j'ai vraiment travaillé sur ça en fait, avec le rythme des phrases, les TikTok, voilà. Donc j'ai rythmé comme ça, je suis allée à la ligne et j'ai fait ça. Et le journal de bord de Basile aussi. Ouais. Donc c'est quelque chose de plus écrit. Je trouve ça assez acrobatique quand même, de rentrer vraiment dans la tête d'un enfant. Ça peut être, si c'est raté, c'est horrible. C'est gênant même, je trouve. Et Sophia Howin, c'est pas du tout gênant, c'est génial, enfin, c'est super bien fait. J'adorerais, ouais, j'aimerais bien le faire. Mais c'est du boulot encore, c'est encore autre chose. Et Enfin, alors, je trouve que c'est un peu autre chose encore. Et sans forcément entrer dans la tête d'un enfant, écrire pour la jeunesse et des livres pour enfants, est-ce que c'est quelque chose qui te tente? Ah ouais, j'adorerais. Ça, j'aimerais trop. Enfin, franchement, en fait, les enfants, pour moi, c'est hyper important. J'en vois tous les jours, ils m'inspirent énormément. Je me sens bien quand je leur parle en visio. Là, c'est mes petites bouffées d'oxygène pendant les confinements. Enfin, et les classes, j'adore. Enfin, le monde de l'enfance et de l'adolescence me fait halluciner. J'adore les écouter, quand ils racontent leurs trucs. Là, la dernière fois, je parlais avec un ado trop sympa qui m'expliquait que son truc, c'était de faire des vidéos sur YouTube. Mais il est hyper concentré et c'est hyper impressionnant, des petites vidéos sur YouTube où il reproduit des scènes de la Seconde Guerre mondiale en Lego. Et trop bien, mais c'est hallucinant. Et ce que je trouve génial, c'est d'avoir une passion, de faire ça. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est vraiment des univers qui m'intriguent. Et ça, par exemple, je me suis dit, ah tiens, je pourrais faire un roman ado dans lequel il y aurait ce personnage. Ah oui, ça Ouais, peut être un bon début de roman, c'est clair. tu vois, ouais, si, j'aimerais beaucoup. Après, j'en lis tellement et que je trouve tellement génial que ça m'inspire, mais ça m'impressionne aussi. Comme toujours, les livres. C'est le truc. Alors, est-ce que pour tes deux romans, est-ce que tu as adopté une manière de travailler? Est-ce que tu t'es donné un rythme? Comment fais-tu? Alors, j'adorerais avoir des rituels, mais c'est compliqué parce que je travaille à côté, donc c'est impossible en fait de faire de telle heure à telle heure. Donc, par exemple, quand j'écrivais Séoul au Nord, c'était vraiment à la récré, le soir en rentrant, à la pause, non, dès que j'avais une pause, dans le métro, sur mon téléphone, partout. Donc, je peux pas vraiment parler de rituel, même si j'aimerais en avoir. Le gros rituel, c'est couper Internet. C'est le seul truc. Parce que sinon, si je coupe pas le Wi-Fi, c'est trop compliqué. En fait, c'est tellement angoissant parfois d'écrire on part vite sur autre chose. Et autre chose, on l'a à portée de clic. Donc, c'est C'est facile d'être distrait. Mais sinon, j'ai de la musique pour me calmer.
j'écoute tout ce que j'aime. J'ai une petite bougie. Ouais, j'ai des petits trucs quand même. J'ai toujours l'attrape-cœur, j'ai toujours mon carnet, j'ai toujours le thésaurus. Ouais, j'ai mes petits objets. J'ai pas mes horaires ultra stricts. Non. D'accord. Et tu notes toutes tes idées sur des petits carnets quand tu Ouais, pars de chez toi? Partout? franchement, ouais, alors même j'enregistre parfois aussi des idées quand je marche ou quoi, ou quand je vois surtout les choses que je vois ou les gens que j'entends, où je les suis dans le métro, j'écris des trucs, mais sur tellement de carnets, dans tellement d'endroits que je les retrouve pas. Mais je pense que au moment de l'écriture, finalement, ça revient. Enfin, la D'accord. magie opère, quoi, en D'accord. général. Alors, l'idée des imbattables, tu nous disais, c'est parti des personnages que tu as eus en premier, ce qui m'étonne peu parce que les personnages sont vraiment très, très réussis et très présents. C'est des personnages marquants, on ne les oublie pas et on ne les lâche pas facilement. Comment l'idée de cette histoire t'est venue, en fait? Entre est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré, Ouais, les personnages, en fait, vraiment le personnage enfin, le personnage qui m'inspire et qui m'habite encore, d'ailleurs, c'est Basile. Et, et en fait, tu l'as c'est. rencontré, Basile? Ou tu Ouais, on l'as peut dire ça. Bah, il est vraiment inspiré de beaucoup, beaucoup d'enfants. Mais il y en a un en particulier que j'avais en classe, qui est vraiment Basile, quoi, que j'avais en classe en sixième, en cinquième et en quatrième, qui était inclus en fait dans mes cours de français, mais qui appartenait à un dispositif à part qui s'appelle le dispositif Ulysse, qui est tellement important Ouais. dans les établissements, qui inclut les élèves à Asperger, par exemple. Donc c'était le cas de ce petit garçon qui était vraiment trop mignon et qui était en souffrance, mais je sais pas, par exemple, il se balançait un peu en classe, alors il fallait le calmer, mais il avait un vocabulaire ultra soutenu, il était très attentif. Il me courait après dans la cour pour me dire alors madame, ce chef-d'œuvre, où en est-il? Et en fait, je sais pas, c'était trop bien parce que du coup, moi j'étais là, mais trop. Il m'avait dit, je me souviens, quand je vous verrai en vitrine d'une librairie, ce sera pour moi une fierté inoubliable. Et en fait, Et alors, est-ce qu'il t'a lu? Tu sais s'il t'a lu? bah, je sais pas, parce que je l'ai perdu de vue. En fait, j'ai mis trop de temps à l'écrire ce livre et du coup, je le vois plus. Mais puis bon, je vais pas non plus le chercher. Enfin, mais si je le recrois, en fait, j'espère qu'il va bien et que après le collège, il y a des dispositifs super pour ces enfants-là. C'est pour la suite que je suis un peu plus inquiète, quoi. J'espère que c'est ça. Ouais. Enfin, c'est hyper joyeux, hyper touchant de rencontrer ces enfants et je me sens trop chanceuse d'avoir fait la rencontre de cet enfant. J'espère juste que ça va. Vraiment. C'est pas toujours simple, je trouve. Ah, c'est vrai que c'est pas simple et alors je sais pas si Basile souffre des mêmes différences que le petit garçon dont tu parles, mais en tout cas il a une enfin, il est à la fois très mature, je trouve, il a des réflexions à la limite de celle d'un adulte et puis en même temps très enfant, bien sûr, il a 9 ans et on souffre avec lui parce qu'il est un peu harcelé à l'école, Beaucoup, ouais. il est assez seul, donc c'est vrai que c'est un petit enfant qui est touchant. Comment ça se passe quand on termine un livre avec des personnages attachants comme ça? Est-ce que ces personnages restent? Est-ce que c'est Ouais. difficile de les lâcher ou pas? Je pensais que ça allait être un grand ouf quand je l'ai rendu parce que c'était long et ça a été quand même un grand ouf. Mais en fait, je me disais jamais j'aurai ce book blues. C'est pas pour moi, c'est sûr. Je vais faire la fête, je vais voyager. Bon, déjà, il y a eu le confinement, donc j'ai pas fait la fête, j'ai pas voyagé. Mais et surtout, ouais, je me suis rendu compte que. Alors, il y a le travail et le stress de finir aussi quand ça s'arrête, c'est quand même assez violent. Mais. Mais Basile me reste beaucoup à l'esprit, ouais, beaucoup. Souvent, je me balade et je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il penserait? Ou, ah, là, il serait pas content, il trouverait ça indigne. Du coup, il est vraiment dans ma tête. Et ça m'est déjà arrivé d'appeler Basile en parlant à quelqu'un d'autre. Enfin, de dire son Ah, nom, quoi. Ouais, il est très présent. c'est carrément Barjot, en fait. Mais c'est là. Est-ce que ça n'appellerait pas une suite, ça? Là, j'adorerais, j'ai commencé à écrire et pour le moment, c'est l'idée, ouais. Je ne peux D'accord. pas, je peux pas promettre, mais en tout cas, c'est bien parti. Pourquoi pas?
Ouais. Et est-ce que tu as pensé à éventuellement une adaptation? Parce qu'on imagine tout à fait, alors sans doute lié au fait qu'il y a beaucoup de dialogues dans le livre, donc c'est très agréable à lire pour ça, mais on visualise complètement ces personnages et on aurait envie de les voir s'animer aussi. Bah, j'adorerais, bien sûr. Et en fait, ça, c'est une leçon d'écriture de Catherine Pancol, justement, qui me disait écris comme si tu avais une caméra sur l'épaule. Alors, je pense que c'est une leçon d'écriture dont elle a hérité. Je ne Ouais. sais pas. Enfin, mais c'est un super conseil parce que ça force à donner un ou deux détails de toute manière pour chaque scène. Et enfin, c'est un bon conseil. Donc, en fait, oui, je pense que c'est un roman qui est visuel et en plus, je travaille beaucoup mes dialogues, donc je peux comprendre que ça ait ce côté en fait cinématographique. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, presque comme un scénario, parce qu'en plus ça va Ouais. vite. J'adorerais bien sûr que ce soit adapté, mais c'est pas trop de mon ressort pour le coup. Voilà. Ok, bah, écoute, on va suivre. On va Ouais, suivre. carrément. Nathalie qui nous a rejoint Je suis avec des questions, je suis certaine. Je vais juste dire à Sarah que nous avons reçu Sophie Awin dans les rencontres en endroit où elle est et elle Ah, regarde souvent les rencontres de ses consoeurs. Donc je pense qu'elle sera ravie d'entendre tout ce que tu as dit sur son magnifique livre, effectivement. Oui, bah, alors il y a des questions. Et la première, elle vient de Marina. Marina voudrait savoir si vous lisez votre horoscope. ouais. Alors déjà, quand j'écrivais Les Imbattables, je prenais tout le temps le direct matin et j'arrachais Enfin, désolée pour le journal qui... Peu importe. L'horoscope, je prenais la page de l'horoscope, je la mettais dans mon sac et je les lisais et je prenais des notes. Et ouais, en fait, ça m'est arrivé de lire l'horoscope et je me souviens d'un horoscope, c'était... Donc, moi, je suis cancer. C'était écrit, il y a de la joie, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. J'étais là, yes, je vais passer une trop bonne journée. Et c'était pas une bonne journée, en fait. Donc, faut pas écouter l'horoscope. Mais ouais, je continue à le lire. Ouais. Alors Valérie a deux questions. La première, comme inspiration à ce roman, vous-même avez-vous été babysitter ou bien avez-vous eu un jeune frère? Et la deuxième, c'est quel livre a changé votre vie? Ok. J'ai pas de jeunes frères, j'ai deux petites sœurs que j'adore, mais qui sont pas beaucoup plus petites que moi. Et en revanche, bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup d'enfants en fait autour de moi, en étant prof de français forcément, donc qui m'ont beaucoup inspirée. Et ensuite, la deuxième question, c'est le livre qui a changé ma vie. Oui, s'il y en a un. Euh, ouais, il y en a tellement. Mais en fait, franchement, je vais répondre à un truc vraiment Harry Potter. J'ai tellement aimé quand j'étais petite. Pourquoi ça ne nous étonne pas? Je sais pas pourquoi, mais en fait, je les ai vraiment lus, relus, dévorés. Mon père, il me les achetait et je les avais finis le soir, enfin, comme tous les fans d'Harry Potter, je crois. Du coup, je sais que c'est pas hyper intellectuel comme réponse, mais franchement, ça m'a tellement un peu sauvée aussi, je crois, enfin, à l'adolescence. Du coup, je sais pas, j'avais Harry Potter, quoi. Et je Est-ce que trouve ça magique ce qu'elle a fait. C'est justement, un univers incroyable, c'est une langue incroyable, c'est fort, ça marque tellement de générations, enfin, une génération surtout, mais ouais, je crois quand même. Je sais pas si ça a changé ma vie, mais ça a vraiment marqué une période de ma vie qui est l'adolescence, pendant laquelle on change beaucoup. Et je pense que les livres peuvent être un magnifique refuge pour les ados. Donc, franchement, ouais. alors tout à l'heure, vous avez cité Clémentine Beauvais, qu'on a aussi reçue dans les rencontres. Est-ce que vous savez que c'est elle qui traduit J.K. Rowling? Ah bon, non, je savais pas. Ah, ben si, Ah, mais c'est elle qui génial. traduit, et c'est elle qui traduit le prochain livre qui sort là bientôt. Donc voilà, je vous ai appris quelque chose. Mais en Elle tout a cas, traduit Une place à prendre et tout. je sais plus ce qu'elle a traduit, Enfin, elle nous en a les parlé. romans Elle qu'elle a écrits pour les adultes. Oh, bah, ouais. génial. Ils sont bien d'ailleurs. Bravo. Ok. Bah, si Clémentine nous regarde, bravo. Alors, moi, je voudrais qu'on parle de votre relation avec votre éditrice, parce que je sais que votre éditrice, Constance Rapnard, pour ne pas la citer, est en train de vous écouter. Comment ça s'est passé le travail avec votre éditrice, justement? Trop bien. Et c'est pas parce qu'elle écoute, c'est Non. vrai. Enfin, elle a été assez intransigeante sur les délais et heureusement. Après, bon, elle a été aussi ultra compréhensive, mais franchement, je pense que si elle n'avait pas été là, le livre serait peut-être même pas encore fini. Elle m'a vraiment dit, bon, maintenant, Sarah, ça y est, il faut y aller, quoi. Et ensuite, sur l'écrit, bah, franchement, c'est elle qui m'a dit, par exemple, qu'il fallait, pour la deuxième partie, euh, que Alison était un super personnage et qu'elle était importante. Et du coup, je l'ai beaucoup plus mise en valeur dans la deuxième partie, ce qui n'était pas le cas au début. Et ensuite, sur le texte aussi, on a relu en faisant de la dentelle chaque phrase de chaque scène. Et on s'est bien marré sur quelques, quelques écarts que j'ai faits qui étaient assez drôles. Je sais pas trop comment le décrire, mais c'était drôle, très sérieux et minutieux.
C'est facile à accepter les remarques de son éditrice? Bah, alors, moi, j'ai pas de problème enfin, je tiens à mes livres et je suis très fière et tout, mais j'ai pas de problème d'orgueil quand on me relit. Enfin, je pars du principe que si je le donne à relire, ben, c'est pour être critiqué. Et enfin, je sais pas, Constance ne peut pas dire si oui ou non elle est d'accord, mais je pense pas que j'ai mal réagi à une critique où j'ai toujours beaucoup écouté et tout parce que non, j'ai jamais... ça fait peur de se faire lire et on a envie que ça plaise, c'est sûr. Mais bon, voilà, aussi, Constance, par exemple, elle sait dire c'est bien et c'est du coup aussi peut-être plus facile d'entendre quand ça va pas, je pense. Mais en tout cas, j'en ai pas souffert particulièrement. Parce qu'en général, comme vous êtes prof, c'est vous qui donnez les instructions. Là, vous les avez reçues. C'est ça. C'était ça qui était intéressant. Non, mais oui, c'est vrai, vous avez raison. Après, je pense que j'ai beaucoup à apprendre, j'apprends encore. Et c'est quand même une chance énorme aussi de pouvoir avoir les conseils de quelqu'un qui lit, qui explique et qui connaît bien le texte. Voilà. Moi, je peux le dire, vous avez une bonne éditrice, en tout cas. Je sais. Et je la salue au passage. Il y a une question qui est arrivée, c'est Marc qui voudrait savoir, est-ce que vous vous sentez loin de votre enfance? Ah, c'est une bonne question. Ouais, quand même. Je trouve. J'ai pas beaucoup de souvenirs déjà d'enfance. Enfin, si, j'en ai, hein, mais et oui, bah après, bah, par exemple, j'ai racheté Harry Potter et je l'ai pas lu. J'ai pas réussi à le relire. Donc, je pense que c'est un bon signe. Ouais, je pense que je suis vraiment devenue adulte là, ça y est. Mais Ah. ça me manque pas. Enfin, je suis pas nostalgique de mon enfance. Je suis nostalgique de rien en fait. Je suis contente d'être là maintenant et de tout ce qui va venir. Et alors, Je me sens un peu comme il a une deuxième partie dans sa question, c'est est-ce que ces ados dont vous parlez vous paraissent loin de votre propre adolescence? Est-ce que c'est une génération différente? Je pense je pense que les ados dont je parle dans le livre, c'est. Enfin, je sais pas. En fait, je parle pas vraiment. Enfin, le seul ado dans Les Imbattables, c'est Basile. Et en fait, non, il a 10 ans. Il n'y a pas Ouais, vraiment d'ados. Enfin, non, ils ont plutôt 20 ans, 23 ans. Donc, j'ai pas trop travaillé encore sur l'adolescence. Il me semble. En tout cas, ceux que je fréquente, mes élèves, non, ils vivent d'autres choses. Enfin, ils ont Internet, les réseaux sociaux et tout ça. Ça m'était étranger à leur âge. Mais je trouve que c'est toujours les mêmes galères, quoi. C'est toujours le même mal-être, les mêmes boutons, les mêmes angoisses, les mêmes chagrins, les mêmes j'en ai marre. C'est un peu pareil. Et on a envie quand même de leur dire ça va aller, t'inquiète, quoi. Ouais. Alors Valérie demande quel regard portent vos élèves sur votre activité d'auteur. Est-ce qu'ils savent que vous avez écrit un livre Ouais. déjà? Oui. Ils le Bah, en savent? fait, ouais, ils savent. Bah, alors, cette année, j'ai pas de classe, donc pour les imbattables, je suis pas confrontée à ça. Mais en revanche, j'ai plein d'anciens élèves qui m'écrivent. C'est vraiment super touchant. Et au moment de C'est où le Nord, je voulais pas en parler du tout au collège parce que comme en fait ça se passait dans un collège et j'ai quand même je m'étais un peu exposée aussi j'avais un peu peur des réactions des parents, des profs, de la direction des élèves aussi. Et donc, j'avais décidé de pas du tout en parler. Et très vite, le jour de la sortie, il y a deux élèves qui m'ont couru après dans la cour en me disant Madame, on a quelque chose à vous dire, à vous demander. Et moi, je mangeais mon goûter. Donc, j'ai dit Non, je ne partage pas mon gâteau. Et là, ils m'ont dit C'est où le Nord? Et j'étais OK. Et en fait, ça a été super bien reçu. Les parents d'élèves, ils venaient avec 3-4 bouquins à faire signer en réunion parents-prof. Enfin, j'ai eu zéro problème. Au contraire, ils sont hyper mignons et en plus, ils font bien la part des choses. Ils m'en parlent pas en fait. Et quand ils m'en parlent, c'est pour me dire bravo, donc c'est plutôt cool. Avec toutes les thématiques que vous abordez dans votre roman, les enfants différents, le harcèlement scolaire, les parents absents, est-ce qu'on peut dire que c'est un roman social aussi? Oh, je mettrais. Ouais, bah, c'est un roman en tout cas oui, bah, qui fait pas semblant, enfin, j'ai observé, j'ai écouté, j'ai essayé d'être le plus proche possible en fait de ce qui est le quotidien. Alors, ce qui se passe ne peut pas vraiment se passer. Et une babysitter ne va pas se retrouver avec un petit garçon pendant une semaine sur les bras. Je pense que ce serait un peu incroyable. Et c'est la force du roman, c'est que tout peut se passer. Et l'imagination est hyper importante. En revanche dans l'idée, enfin oui, voilà, il est ancré dans le quotidien. J'ai observé, j'ai écouté, j'ai fait des recherches.
Donc oui, mais la part d'imagination est quand même assez grande. Alors, je vais faire une petite parenthèse dans l'actualité. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça fait peur d'être prof aujourd'hui? Qu'est-ce que vous ressentez, vous, avec tout ce qui s'est passé? Déjà, j'ai pas de classe cette année, donc c'est difficile pour Oui, moi non, mais Alors, je compatis évidemment au drame récent. Je trouve ça effrayant, horrible. Mais pour moi, c'est difficile, voilà, de me projeter en classe en ce moment et j'ai très, très, très envie d'y retourner. Donc, j'avoue que c'est pas quelque chose qui me fait peur. Voilà, je veux pas être trop maladroite, mais... Oui, non, non. Et j'ai juste les enfants me manquent, les classes me manquent. Donc j'ai envie d'y aller. Après, j'ai vécu les attentats, j'étais prof, par exemple, à Paris. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les élèves, c'était quand même hyper angoissant pour tout le monde. Enfin, je prenais le métro à Paris, on s'arrêtait pas à la station Oberkampf. Enfin, c'était un cauchemar quand même. Et les élèves, en fait, je me souviens très bien, le lendemain des attentats, je vais les avoir fait rentrer un par un en classe et d'avoir été submergée. Enfin, j'ai pas pleuré ou quoi, parce que je sais me tenir devant des enfants, mais j'ai été vraiment submergée par l'émotion de les avoir, en fait, avec toujours leur bonjour madame, leur sourire. Et en même temps, je sentais bien qu'il y avait quelque chose dont ils avaient envie de parler, et on en a parlé, et c'était super. Tout à coup, c'est un retour aussi. Ben voilà, on peut utiliser le mot innocence, mais ils sont pas non plus naïfs, quoi. Et en même temps, c'est touchant, et je me dis, c'est pour eux que le monde se construit là en ce moment, et c'est à la fois inquiétant, il faut rester optimiste, quoi, parce que sinon, c'est terrifiant. Donc les enfants, c'est... Non, au contraire, j'ai encore plus envie d'y aller. Alors, moi, je n'ai plus de questions. Avant de vous laisser le mot de la fin, mesdames, je vais rappeler que Les Imbattables, sortis aux éditions Jean-Claude Lattès, sont sur toutes les tables de librairie. Les librairies sont ouvertes. Vous pouvez y aller comme vous semble, en respectant évidemment les gestes barrières et les jauges dans les librairies. Parce que ça, c'est très important de protéger aussi ces libraires. Vous le trouverez donc dans toute la France. Vous le trouverez aussi sur la page Un endroit où aller, où vous avez un bouton si vous voulez acheter le livre. Ça vous redirigera vers une librairie indépendante. On le trouve aussi à Genève, hein, Julie. C'est ça? Ah oui, oui, partout. Oui, Bien sûr. donc, Julie, je ne sais pas si tu as une dernière question ou tu veux faire une conclusion. Avant de vous laisser la parole, je vais te dire que demain, on se retrouvera à 19h pour un parcours d'auteur avec Cécilia Duterre, qui est un auteur de chez Taillandier. Mesdames, je vous laisse le mot de la fin. Julie d'abord, et on laissera Sarah conclure. Oui, bah juste féliciter encore Sarah pour ce beau roman parce que c'est à la fois assez profond comme on l'a dit, hein, même si c'est pas peut-être pas un roman social comme on l'entend classiquement, il est très juste et il reflète vraiment des réalités importantes et en même temps il apporte de la légèreté parce que c'est une histoire qui nous embarque, c'est des personnages attachants comme on aime à lire des romans et être emporté. Donc bravo, merci beaucoup pour ce livre et puis bonne route pour les suivants. On attend la suite. Merci beaucoup. J'ai pas le mot final, c'est vraiment merci. Ça fait trop de bien de parler du bouquin. Ça fait trop bien de savoir que des gens écoutent et regardent et de savoir que les librairies sont ouvertes. Franchement, c'est hyper, hyper important là maintenant tout de suite. Donc merci. C'est tout ce que j'ai à dire. Et c'était super. Les questions étaient top et tout bien. Merci d'avoir été avec nous et puis merci d'avoir conquis aussi des nouveaux lecteurs. Et puis bientôt, on se retrouvera tous ensemble, j'espère. Mesdames, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite. Merci. Bonne soirée.